20h sur la télévision Futur Média. Bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue à cette principale édition. Les titres, c'est tout de suite. Bamba Fall et ses co-détenus seront édifiés sur leur demande de liberté provisoire le 28 mars prochain. Un report qui indispose Maître El Hadji Diouf. L'avocat affirme que la chambre d'accusation vient de violer le code de procédure pénale en reportant la délibération. Pendant ce temps, le palais de justice de Dakar a refusé du monde ce matin. Les militants venus soutenir Khalifa Sall ont été dispersés à coups de gaz lacrymogène. Question d'actualité, le Premier ministre John à l'Assemblée nationale, un face-à-face au cours duquel Barthélémy Dias a asséné ses vérités avant de claquer la porte. Les détails avec notre reporter sur place, Dissa Prera, qui nous en dira un peu plus. Difficile de circuler correctement à Rufisque du fait de l'état impraticable des routes, une situation qui n'a que trop duré selon les riverains qui invitent les autorités locales à trouver définitivement solution à ce problème. Enfin, le chef de l'État encourage l'équipe nationale de basket à la veille du tournoi de la zone 2, tournoi qualificatif pour l'Afro-Basket. Le représentant du ministre des Sports, Ibrahim Andao, a exhorté les joueurs à se donner davantage pour les besoins de la victoire. Voilà pour les titres, le développement, c'est tout de suite. Rebonsoir à tous. Prévu ce matin, la délibération sur la demande de liberté provisoire introduite tantôt par les avocats de Bamba Fall et ses co-détenus a été repoussée au 28 mars prochain. Un report qui irrite le porte-parole du pool des avocats de la défense, Maître El Hadji Diouf. Selon lui, la chambre d'accusation a violé la loi en repoussant ce délibéré. Il brandit le code de procédure pénale pour étayer ses propos. Et pour ce qui est de l'affaire Khalifa Sall, Maître El Hadji Diouf déclare que le DAF Mbaye Touré a blanchi son client. Les détails avec Al-Hassan Ba. Le code de procédure pénale est clair en son article 187. L'appel contre une décision de refus de mise en liberté provisoire doit être jugé dans 2 mois, 1 mois plus 2 jours aujourd'hui que les avocats de Bamba Fall et compagnie ont interjeté appel. Selon Maître El Hadji Diouf, Bamba Fall et compagnie devaient être libres aujourd'hui. Il parle de violation de la loi. Normalement, comme le dit la loi, ils n'auraient jamais dû dépasser la date du 21 et nous sommes le 23. La loi dit clairement que la chambre d'accusation est obligée de se prononcer dans le mois. Mais elle ne sait pas quoi prononcer. Elle va se prononcer le 28. L'appel a été interdit le 21 jusqu'au 28. Donc ils sont obligés de libérer Bamba Fall et compagnie s'ils ne veulent pas violer la loi. Affaire Khalifa Sall, c'est une main de Dieu qui est intervenue selon l'avocat. La vérité a éclaté. Mbaye Touré et Youssef Bodian on dit que jamais Khalifa Sall n'a vu des documents. Jamais donc il n'a signé, jamais il n'a pas vu de faux, jamais il n'a usé de faux. Et la pratique avant Khalifa Sall, c'était cela. Eux, ils donnaient l'argent directement tous les mois au maire qui était là. Le maire ne se soucie pas comment il se débrouille pour lui donner les 30 millions. C'est ça qu'on appelle les fonds politiques. Et c'était comme ça avec Pape Diop, avec Mamadou Diop, comme l'a dit Khalifa Sall, depuis Lamine Gueye. Finalement, les avocats ont retenu que c'est grotesque, c'est criminel, c'est malhonnête d'arrêter des adversaires politiques pour les empêcher d'être sur le terrain et de vous battre. Une demande de mise en liberté provisoire pour Khalifa Sall et compagnie va être déposée. Même le juge aurait dû libérer Khalifa Sall, même ça encore demande sa liberté provisoire. Parce que Khalifa Sall finalement a été blanchi aujourd'hui. Il a été mis hors de cause par ses co-inculpés. Qui ont dit que lui, tout ce qu'on savait, tout ce qu'on faisait, c'est lui remettre de l'argent comme on le faisait avec ses prédécesseurs. Et lui, il s'occupait des questions sociales pour régler les sollicitations des Dakarois. Et rien n'a été nouveau. Les factures dont on parle, Khalifa ne les a jamais vues. Les militants venus soutenir le maire de Dakar et celui de la Médina ont été dispersés à coups de gaz lacrymogène. Les forces de l'ordre qui ont barré la route leur ont interdit de manifester leur soutien aux 2 socialistes.
Au palais de justice, nous restons. Les militants, comme vous venez de le voir, venus soutenir Khalifa Sall et Bamba Fall au palais de justice ont été dispersés à coups de gaz lacrymogène et pour cause, tout rassemblement devant l'institution a été interdit. Moussa Taye, conseiller politique du maire de Dakar, dénonce une violation des droits des citoyens. Moussa Taye, que je vous propose d'écouter au micro d'Al-Hassan Ba. Ce matin, les militants, sympathisants, soutiens et parents de Khalifa Sall, comme d'habitude, étaient venus dans la paix, à la sérénité, pour manifester le soutien à leur leader. Malheureusement, nous avons constaté qu'il y avait au tribunal un dispositif policier impressionnant. Des barricades ont été érigées partout et on a empêché aux citoyens d'accéder dans l'enceinte du tribunal. Pire, nous avons vu des policiers dispersés à coups de grenades lacrymogènes, de paisibles militants, surtout des jeunes et des femmes qui étaient venus manifester paisiblement. Nous le regrettons, nous le déplorons. Je rappelle que nous sommes dans un état de droit et que les citoyens ont des droits qu'il faut respecter. Les forces de l'ordre doivent savoir que nous ne sommes pas des animaux, nous ne sommes pas des brigands, nous sommes des citoyens libres et nous avons le droit de venir manifester librement. On le déplore avec la dernière énergie. Maître Edif l'a rappelé, ce dossier est vide. Il a dit que la montagne avait accouché d'une souris. C'est la vérité. Moi, depuis le début, je ne cesse de le dire. Je le dis, je le répète, c'est un complot politique ourdi par Ousmane Tanor Dieng et Macky Sall pour liquider politiquement Khalifa Sall et ses soutiens. Nous rejoignons à présent l'Assemblée nationale où, vous le savez, le Premier ministre Mohamed Boun Abdallah Dionne était pour répondre aux questions d'actualité des députés. Alors en ligne avec nous, notre reporter sur place, Dissa Prera. Dissa Prera, bonsoir. L'affaire Khalifa Sall s'est invitée au menu des discussions cet après-midi à l'Assemblée nationale. Barthélémy Dias, qui a tenu à donner sa version des faits, a même été recadré par le président Niasse. Pouvez-vous revenir sur les faits? Effectivement, Sarah, comme vous le dites, l'affaire Khalifa Sall est invitée au face-à-face entre le Premier ministre et les députés. Pour rappel, il faut dire que le Premier ministre est revenu sur plusieurs questions d'actualité, notamment la baisse du coût de l'électricité, le taux de croissance évalué à 6,5%, la hausse et la mensualisation des pensions de retraite. Mais comme vous l'avez dit tout à l'heure, ce qui a le plus retenu l'attention, c'est l'incident qui a opposé Barthélémy Dias au Premier ministre au moment où ce dernier a pris la parole pour s'exprimer sur l'affaire Khalifa Sall. Barthélémy s'est subitement levé de son siège, le doigt pointé vers le Premier ministre et l'interpellé pour dégager en touche tous les propos de Mohamed Boun Abdallah Dionne. Selon Mohamed Boun Abdallah Dionne, il n'y a pas de caisse noire, encore moins de fonds politiques, mais on parle plutôt de fonds spéciaux ou de fonds de souveraineté. Et c'est à cet instant précis que le maire de Sicap Mermoz a boycotté la rencontre. Mohamed Boun Abdallah Dionne a aussi fait l'historique de cette caisse d'avance, comme on dit, depuis les années 20, les années 60 à Dakar, et pour dire à la fin que toute personne qui a en charge les affaires publiques doit être soumis à la révision des comptes. Grosso modo, ce qu'on peut retenir, Sarah, comme je le disais tout à l'heure, de ce face-à-face entre le Premier ministre Mohamed Boun Abdallah Dionne et les députés, c'est l'incident qui l'a opposé à Barthélémy Dias et qui a fait qu'on a suspendu la séance pour 5 minutes environ avant que le président de l'Assemblée nationale, Moustapha Niasse, reprenne les choses en main. C'est ce qu'on peut retenir de ce qui s'est passé cet après-midi à l'Assemblée nationale, Sarah Cité. Merci Dissa Prera pour ce résumé. Nous quittons l'hémicycle pour Saint-Louis, où le ministre de la Pêche et de l'Économie maritime, Oumar Gueye, s'est rendu pour présenter les condoléances du chef de l'État, du gouvernement, mais aussi du peuple sénégalais à la famille du jeune pêcheur Bara Gueye, décédé mardi dernier. Oumar Gueye a invité les pêcheurs sénégalais à rester dans la zone sénégalaise et éviter les eaux mauritaniennes, car selon lui, aucun contrat ne lie le Sénégal et la Mauritanie. Je vous propose de l'écouter avec nos correspondants à Saint-Louis. Le président de la République nous a demandé donc de transmettre ses sincères condoléances à la famille attristée. Il partage la douleur
et également apporte son soutien à toute la famille, à toute la communauté des pêcheurs de Saint-Louis, tel qu'il l'avait annoncé ici. Les pêcheurs de Guet-Ndar ou de Saint-Louis ne doivent pas pêcher dans les eaux mauritaniennes. Il n'y a pas de protocole d'accord à l'heure actuelle entre le Sénégal et la Mauritanie. Les choses sont très claires. Ils ne peuvent pas aller pêcher, donc il faut qu'ils restent dans leurs eaux territoriales du Sénégal pour pêcher, ou alors dans d'autres zones où nous avons des accords. Mais ce n'est pas le cas pour la Mauritanie. Donc ce que nous leur disons de manière solennelle encore, et nous le répétons, c'est que ces pêcheurs-là ne doivent pas pêcher dans les eaux territoriales mauritaniennes. Ça, non seulement nous le disons, mais nous vous demandons, vous aussi, de la presse même, de continuer à véhiculer ce message. Monsieur le gouverneur l'a rappelé tout à l'heure. Donc il faudrait rester vraiment dans cette axe de dire que les pêcheurs sénégalais ne peuvent plus pêcher en Mauritanie. À présent, la réponse de la Sénégalaise des eaux aux populations de Soum. Pour rappel, ces populations avaient manifesté pour dénoncer l'arrêt de la source d'alimentation en eau par la SDE. Les raisons données par le directeur de l'exploitation de la société citaient un défaut de paiement estimé à 18 millions de francs CFA. Aminata Mbaresso, Tierno Laurent Mendy, reportage. Soum, une commune dans le département de Foundiougne, parcelle Asseni, unité 26, un quartier dans Dakar. Deux localités, le même problème, l'accès à l'eau. Le village de Tchoum, de Soum, qui est situé dans la région de Fatick, à côté de Foundiougne, ne fait pas partie du périmètre de l'hydraulique urbaine. Le périmètre affermé est géré par la SDE. La Sénégalaise des eaux, au banc des accusés, Djeriba donne des explications sur le cas spécifique de Soum. Ce village a eu des problèmes dans son alimentation en eau. Je crois qu'il s'était agi de la dégradation de la qualité de l'eau qu'ils avaient à disposition, et la SDE a été saisie d'une demande de raccordement à son réseau de ce village-là. La demande de raccordement exécutée par la Sénégalaise des eaux n'a pu aboutir, faute de factures impayées. À un certain moment, une facture de 18 millions de consommation d'eau a été relevée et présentée aux autorités. Malheureusement, le règlement de cette facture n'a pas été fait, et malgré plusieurs négociations, le problème n'a pas pu être réglé. Des alternatives s'offrent tout de même aux populations de Soum. Le directeur de l'exploitation de la SDE se dit prêt à établir un moratoire de paiement des 18 millions de factures, mais à condition d'avoir des garanties. À Linguère, les habitants de Boulal, un quartier périphérique de la commune de Dara, sont très en colère contre les autorités municipales installées depuis plus de 10 ans dans la localité. Ils réclament de l'eau. Ils se sont exprimés lors d'un sit-in pour se faire entendre. Reportage Modoumbay. Elles sont très remontées contre la municipalité de la commune de Dara Djolof. Ces populations de Boulal, un quartier périphérique de la commune de Dara, existant depuis plus de 10 ans, réclament de l'eau. Pour avoir du liquide précieux, elles sont obligées de se rendre à la commune de Tiamen Pass, distante de 3 km. Comme vous le voyez, la population ne vit pas, elle survit. Parce que le liquide précieux manque ici. Et ils sont là depuis 10 ans. Ils sont tout faits et maintenant rien n'est vu. On voit les autorités municipales, quand ils ont à la veille des élections, ils sont là des promesses vraiment irréalisables qu'ils ne réalisent à jamais. Et maintenant, on est sorti aujourd'hui pour faire ça, c'est juste une sortie pour déclarer, mais on a prévu des autres activités. Face à cette situation, ces femmes et ces enfants payent un lourd tribut. Les enfants aussi, les femmes qui se déplacent à des kilomètres et kilomètres à Tiamen. Ici, un bidon coûte 25 francs et payer aussi 25 francs, ça fait 50 francs par bidon de 20 litres. Même les élèves ne sont pas épargnés des difficultés liées au manque d'eau. À 8 heures, on aille parfois à l'école sans pour autant se laver, aller laver. Ça, vous voyez, c'est vraiment triste d'aller à l'école sans se laver. Les populations de Boulal Dara demandent des branchements hydrauliques pour mettre fin à leur soif. Elles soulignent qu'elles n'excluent pas de voter contre la mouvance présidentielle aux élections législatives de 2017.
si toutefois les autorités municipales n'accèdent pas à leurs demandes. Et nous parlons toujours d'eau. L'hydraulique rurale va également très mal. La Kolda, les difficultés sont nombreuses et l'accès à l'eau potable est encore très difficile dans la région. Pour renverser la tendance, eh bien, l'État du Sénégal veut changer la donne pour améliorer l'accès des populations à l'eau potable. Moustapha Thiam est chef du service de l'hydraulique à Kolda. Il nous donne les détails. Ces propos sont recueillis par Abdoulaye Diallo. Et pour réserver ce déficit, le gouvernement du Sénégal a mis en place d'importants programmes de réalisation de forages multivillages équipés de châteaux d'eau et de réseaux de distribution. Parmi ces programmes, nous avons le PEPAM Union européenne. Il est prévu pour ce programme la réalisation de 8 forages 9 multivillages, la réhabilitation de 6 forages existants, la construction de 14 châteaux d'eau dont la capacité varie entre 100 et 200 mètres cubes, le raccordement de plus de 120 nouveaux villages au réseau d'eau avec ce programme PEPA Union européenne. Ensuite, il y a un autre programme, c'est le BCI, qui a démarré aussi et qui va procéder à la réalisation de 2 nouveaux forages équipés de châteaux d'eau. Nous avons également un troisième programme, le PUDC Chid, dont le démarrage des travaux est prévu dans la deuxième quinzaine du mois d'avril 2017 et verra dans un délai de 16 mois la réalisation de 18 nouveaux forages multivillages, le renouvellement de 4 forages, la construction de 18 nouveaux châteaux d'eau, le raccordement de 121 nouveaux villages avec une pose de 130 km linéaires de réseau. Nous avons un quatrième programme, c'est le programme BID UMOA. Ensuite, nous avons l'USAID Access qui va procéder à la finition de 2 forages entamés par le PEPAM. Maintien des filles à l'école. Le mal persiste au niveau du secondaire. L'IEF de Keur-Massar, en collaboration avec l'IA de la banlieue, cherche toutefois à inverser la tendance. Les lycéennes sont souvent données en mariage, c'est la principale cause. Mais les autorités sont bien résolues à résorber ce fléau. Salif Sow, Asmalik Dioupa. Des milliers de jeunes filles n'achèvent point leur cursus scolaire. À l'IEF de Keur-Massar, l'on cherche à renverser la tendance. On peut dire que la bataille est en train d'être gagnée. Donc il y a l'accès, il y a un bon taux d'accès au niveau de la circonscription. Et ce qui permet à l'IEF, à chaque fois qu'il y a de nouvelles que nous avons de nouvelles créations, de pouvoir quand même enrôler le maximum d'enfants et surtout de filles dans ces écoles. La sous-scolarisation des jeunes filles en banlieue est vivement constatée au niveau du secondaire. Le mariage, principal facteur. Quand on regarde les résultats, on se rend compte que les filles se comportent très bien. Et même du point de vue numérique, on peut dire que les filles sont largement majoritaires au niveau donc des classes de 6e. Ça veut dire que donc un travail important a été fait. Aujourd'hui, leur bataille réside dans le maintien des filles au niveau surtout du secondaire. Keur-Massar est en train de gagner la bataille du maintien des jeunes filles au lycée. Parité oblige selon son IEF. Nous parlons toujours d'éducation avec le réseau national des acteurs pour le développement de la petite enfance au Sénégal. Il était en assemblée générale, ce réseau. La question du financement, mais aussi du faible taux de préscolarisation au menu des débats. Dans le rapport UNICEF 2016, le taux de préscolarisation au Sénégal s'est élevé à 16% entre 2014 et 2015, ce qui est jugé relativement bas. Les détails, c'est avec Daïrou Mbaye. Il est le président du réseau. Il est au micro d'Aminata Mbaresso. Pour l'EDS continu, il parle de 6,5 pour ce qui concerne la malnutrition aiguë. Mais déjà hier, dans une des radios de la place, pour le cas spécifique de Matam, on parlait de 15% de taux de malnutrition globale. Et ce qui quand même pose un sérieux problème. Parce que vous savez, la corrélation qu'il y a, très directe d'ailleurs, qu'il y a entre le taux de malnutrition et les capacités des enfants à apprendre, les capacités des enfants à développer des compétences en ce qui concerne aussi bien les aspects ludiques que tous les autres aspects de leur développement. C'est pourquoi, dans une vision holistique, il est important non seulement d'insister sur les aspects liés à l'éducation, mais les autres aspects, c'est des aspects extrêmement importants. Nous avons parlé de la protection, nous avons parlé également des aspects de santé et nutrition.
Autre rencontre, c'est cet atelier d'échange sur les mécanismes de financement des investissements publics avec l'exemple du partenariat public-privé. Occasion saisie pour faire le bilan de 2017 et les perspectives de 2017 à 2019 des différents programmes. À ce propos, nous écoutons Moundiaï Sissé de l'ONG 3D, mais aussi Birima Mangara, le ministre du Budget, qui reviennent tous deux sur l'importance de ce partenariat entre le secteur privé et le public. Portant sur les mécanismes de financement des investissements publics, en prenant comme modèle le partenariat public-privé, comme qui dirait, vient à son heure. Et c'est dans ce cadre que les gouvernements pourront mettre l'accent sur des investissements publics massifs. Pour optimiser ces investissements publics, les gouvernements, à l'instar du gouvernement du Sénégal, comptent sur les investissements directs que le secteur privé effectue. Nous avons pensé que c'était nécessaire de regrouper toutes les familles d'acteurs, les usagers, l'APIX, qui est le maître d'œuvre de ce projet, pour discuter et capitaliser cette expérience, qui est la première expérience en termes de partenariat public-privé au Sénégal. Donc c'est une expérience qu'on doit capitaliser pour en tirer les enseignements. Qu'est-ce qui a marché? Qu'est-ce qui n'a pas marché? Le 5e Salon international pour l'alimentation et l'emballage s'est ouvert ce matin au CICES. Occasion saisie pour les femmes transformatrices de demander plus de qualité dans l'emballage des produits made in Sénégal. Elles souhaiteraient que toutes les conditions soient réunies afin qu'elles puissent exposer leurs produits dans les grandes surfaces européennes. Reportage Chertidiane Diona. Mesdames Wilan et Mbeng, deux femmes transformatrices, pratiquent toujours l'emballage artisanal. Leurs produits sont toujours conservés dans des sachets en plastique. Nous ne pouvons pas conserver nos produits trop longtemps puisqu'avec ce sachet, ce n'est pas possible. Il faut dire que les femmes transformatrices souffrent beaucoup d'un problème d'emballage. Notre frein commun à toutes les femmes transformatrices du Sénégal, c'est le problème de l'emballage et de la distribution. Dans l'urgence, elles souhaiteraient que leurs produits soient compétitifs sur le marché international. Ceux qui achètent nos produits sont des Sénégalais et c'est pour une courte durée. Je dois vous dire également que nous ne pouvons pas exposer dans les grandes surfaces, faute d'emballage. On n'a pas encore les possibilités de faire ces genre d'emballage. On est obligé de prendre ces emballages-là et ces emballages-là ne sont pas disponibles à l'exportation. Ces Turcs pratiquent l'emballage depuis plus de 25 ans. Leur présence à ce salon, une occasion pour partager leur expérience avec les Sénégalais. Avec cette machine, nous avons mine de rien fait 6 pays, dont le Sénégal. Déjà, nous en avions d'autres chez vous. Au moment où je vous parle, elle est exposée, elle est là. Mais il faut préciser que personnellement, pour moi, c'est ma première visite. C'est la première. Le 5e Salon international pour l'alimentation et l'emballage se tient à Dakar du 22 au 25 mars prochain. Ce rendez-vous d'échange et d'affaires entre sociétés spécialisées et le secteur de l'agroalimentaire, un déclic pour plus de visibilité des produits made in Sénégal. Et même si l'emballage reste encore un problème au Sénégal, il faut noter toutefois que d'énormes progrès ont été notés dans l'emballage de produits sénégalais. Conséquence, les exportations ont même augmenté de plus de 14%. Ce sont des chiffres avancés par le ministre du Commerce. Partout dans le monde entier, le Made in Sénégal est exposé. Ce sont les mots d'Alioune Sarr que je propose d'écouter au micro de Chertidiane Diona. Si vous prenez secteur par secteur, les exportations sénégalaises ont augmenté de 14% ces 2 dernières années. Prenez le secteur de la mangue, nous sommes passés quasiment de 7 000 tonnes à près de 20 000 tonnes d'exportation. Et vous avez, ce sont des mangues qui sont bien emballées dans un packaging extrêmement intéressant. Prenez les fruits et légumes, aujourd'hui le Sénégal a exporté plus de 89 000 tonnes de fruits et légumes. Donc les exportations sénégalaises, ça marche très bien. Maintenant, ce qu'il faut faire, c'est que ces PMI, il faudra naturellement les accompagner, dans le renforcement des capacités. Ils puissent savoir que le marketing moderne, c'est le design des produits. Le marketing moderne, c'est l'emballage des produits. Et le marché, le consommateur, il faut s'adapter aux besoins du consommateur.
On a dépassé le moment où vous fabriquez un produit, ensuite vous allez vous demander qui va le consommer. Non, il faut définir d'abord quels sont les besoins du consommateur et offrir justement des produits adaptés à ce consommateur. Et parmi justement les besoins du consommateur, l'emballage en fait partie. Je crois qu'il faut vraiment s'adapter à cela. Et les renforcements de capacité, l'acquisition de technologie et naturellement les joint ventures avec les grandes multinationales qui sont spécialisées. Donc je crois qu'en le faisant, nous pouvons avoir vraiment un emballage de très grande qualité. Retour à Rufisque, difficile d'y circuler correctement du fait de l'état impraticable de certaines routes. Les usagers invitent les autorités locales et centrales à trouver une solution définitive à ce problème qui n'a que trop duré dans la vieille ville. Reportage Ousseynou Thiam, Biradiania. C'est devenu même une lapalissade de dire qu'il est difficile de circuler à Rufisque. Pour cause, l'état défectueux des routes, dont certaines n'existent aujourd'hui que de nom. Un véritable calvaire chez les usagers. Parce qu'il y a trop d'accidents actuellement à Rufisque à cause des mauvaises routes. Vous voyez la route allant de la ville jusqu'à Mbargane. Il y a une partie qu'on avait commencé pour une réparation. Mais par la suite, ça fait presque 5 ans, si je ne me trompe pas, ça fait 5 ans que cette route-là n'est plus praticable. Pendant l'hivernage, on a du mal vraiment à circuler là-bas. Même les usagers, les voyageurs, les habitants de ce quartier, vraiment, ils sont toujours dans l'impossibilité de voir une voiture, même pendant quand ils ont des malades ou des victimes de quelque chose comme ça, pour avoir une voiture, c'est un peu difficile. Pour rallier certaines localités, les chauffeurs sont obligés de faire de longues bifurcations. Nous rencontrons beaucoup de difficultés par rapport à l'état défectueux des rues. Bon, nous faisons un très grand retour pour rallier Sangalkam. Bon, la route principale qui mène à Sangalkam est dans un très mauvais état. Bon, nous contournons, nous prenons des chemins très étroits pour relier la route de Sangalkam. De longues bifurcations, les routes sont vraiment défectueuses. Même le contournement que nous faisons est très défectueux. Dans l'attente de la construction des 10 km de route promis par le chef de l'État, dans le cadre du programme de modernisation des villes, les nombreux usagers rufisquois devront encore prendre leur mal en patience. En sport, ce message d'encouragement et de soutien du président de la République a été transmis ce jeudi à l'équipe nationale avant le démarrage demain du tournoi de Dakar, un tournoi en vue des qualifications de l'Afrobasket 2017. Le représentant du ministre des Sports Matar Ba, Ibrahim Mandao, a exhorté les Lions à davantage travailler pour le triomphe à ce tournoi. Du côté des joueurs, l'espoir est permis. Ils se sont bien préparés, disent-ils. Un reportage signé Mambiram Diouf. La rencontre entre les Lions du basket et le directeur de cabinet du ministre des Sports qui a transmis le message du chef de l'État a permis aux différentes parties de dire leur engagement et leur détermination pour remporter le tournoi de Dakar et se qualifier à l'Afrobasket 2017. Malaye Ndoye, le capitaine de l'équipe, partage avec ses coéquipiers l'envie de vaincre. On s'est bien préparé, donc on va jouer en équipe comme le président l'a dit. Il n'y aura pas de héros, on va faire le truc ensemble. On est conscient que le but, c'est de défendre les couleurs de la nation et je pense que nous sommes prêts à aller à la guerre et défendre les couleurs. Le président de la Fédération sénégalaise de basketball a salué cet état d'esprit des joueurs et rappelé que tout est réuni pour les mettre dans des conditions de performance. Les primes de participation pour le tournoi de Bamako ont été payées avant notre départ. Les primes de participation pour le tournoi de Dakar sont entre mes mains depuis avant même le départ de Bamako et nous serons payés dans l'après-midi. Donc la balle est dans notre camp, nous de la fédération et vous, joueurs. Je pense que ce serait une catastrophe, il ne faut pas avoir peur de le dire si le Sénégal ne se qualifierait pas. Ibrahim Mandao, le représentant du ministre Matar Ba, a à son tour invité l'équipe à faire mieux. Je pense que nous avons tous la volonté de perforer dans ce tournoi de Dakar. Vous en avez également le potentiel et les moyens techniques. Vous avez surtout le soutien des autorités et de tout le peuple sénégalais, au premier rang desquels le président de la République, son Excellence M. Macky Sall, le ministre des Sports, M. Matar Ba, et bien sûr le président de la Fédération, ici présent, Maître Babacar Ndiaye. Le moment est venu d'aller à l'essentiel pour que l'objectif de qualification à l'Afrobasket 2017 puisse être atteint.
Ce vendredi, le Sénégal rencontre la Guinée avant d'affronter le Cap-Vert et le Mali. 3 victoires suffiront au Lion pour se qualifier à l'Afrobasket 2017. Fin de ce journal, nous sommes de tout cœur avec l'équipe de basket qui, nous l'espérons, relèvera ce défi. Merci de l'avoir suivi. Prochain rendez-vous de l'information, le tout en images à 0h. L'info qui se poursuit sur votre site www.igfm.sn. Une fois n'est pas coutume, vous n'aurez pas l'invité du 20h ce soir et nous nous en excusons. Excellente suite de programmes sur la TFM. Excellente soirée.